Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Ex Libertas SOS Divorce. Je suis Isabelle Gander, je suis coach certifiée spécialisée en transition de vie et j'accompagne particulièrement les personnes qui se séparent afin qu'ils réussissent leur divorce, voilà, pour le mieux de tout le monde. J'ai créé Ex Libertas, un réseau de professionnels de confiance qui vous accompagne avant, pendant et après votre divorce. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Mathilde Roch qui va se présenter à vous. Bonjour Mathilde, merci de nous recevoir et d'accepter cette interview. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors moi, je suis coach et conférencière et j'accompagne particulièrement les parents à cultiver une relation de confiance et une relation vraiment dans la durabilité avec leurs enfants et Mhm. par extension dans toutes les relations qu'on peut vivre et qu'on peut avoir au quotidien. Ouais. Et je suis vraiment ravie parce que on le remarque, hein, on le sait, dans une séparation, d'un divorce, il y a vraiment deux piliers malheureusement sur lesquels les ex-conjoints se disputent, c'est les finances, l'argent et malheureusement les enfants. Donc ma première question pour vous, c'est comment préserver au maximum ses enfants et aussi, ben, par extension, la relation qu'on a avec ses enfants. Mm. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, hein, la période de divorce, c'est vraiment ça peut être le tsunami émotionnel et ça peut durer plus ou moins longtemps, quelques semaines, quelques mois, à plusieurs années. Et comment est-ce qu'on fait quand les enfants sont pris dans ce tourbillon? Les enfants sont souvent l'objet de manipulation, malheureusement. Si tu dis ça à ton père, je ne fais plus ça, ou faut surtout pas dire ça à ta mère, etc. Bon, tant d'exemples on a entendu ou qu'on a vécu. Et justement, j'accompagne les parents à mettre en place un état d'esprit, une philosophie de vie, en fait, qui préserve la relation. Et je dirais que la première chose, c'est déjà d'apprendre à s'observer soi-même Mhm. et à observer son niveau de frustration ou d'agacement, parce qu'on a trop souvent tendance à, quand ça déborde à l'intérieur, on a besoin de quelqu'un ou d'une situation pour déverser tout ça. Mhm. La première astuce, vraiment, c'est la base de tous mes accompagnements, c'est comment est-ce que j'apprends à m'observer pour autoréguler ce trop-plein Mhm. et revenir dans une communication sereine et en fait ne pas utiliser la relation pour me décharger émotionnellement. Et donc, oui, c'est de prendre conscience. Ça, c'est vraiment aussi, voilà, à chaque fois, le cœur du métier, effectivement, d'accompagnant, de coach, etc. C'est de prendre conscience de notre façon de nos émotions. Souvent, on est coupé de nos émotions ou elles nous guident, hein, elles nous manipulent même parce on est submergé par ça. Mais justement, quand on est dans un état de fatigue émotionnelle et avec aussi de la colère aussi, bon, de la tristesse évidemment, mais avec un fort, souvent, hein, j'entends un fort ressentiment par rapport à l'ex-conjoint. Euh, alors, je comprends de s'observer, etc., mais c'est pas toujours facile, hein. Est-ce qu'il y a, alors, je sais, il y a la respiration, mais quand on est pris dans ce flot, souvent, bah, notre parole, des fois, peut dépasser nos pensées. On se dit, ah mince, j'aurais pas dû dire ça à nos enfants. Voilà, c'est effectivement de se dire, mince, je l'ai dit. Est-ce que de dire après aux enfants, je n'aurais pas dû dire ça, un peu de s'excuser, de dire, voilà, je n'aurais pas dû te mêler de ça peut un petit peu effacer nos, notre façon innée un peu voilà, de réagir. Exactement. En fait, c'est vraiment de se rééduquer soi-même dans comment je me parle à moi-même. Ouais. Parce qu'on peut parfois être très violent ou très violente avec soi-même. Se dire, oh non, j'ai encore dit ça, j'aurais pas dû et ça. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie. Donc, Mhm. quand j'observe que que c'est arrivé, ou j'ai eu soit une remarque trop déplacée, ou j'ai dit quelque chose que je voulais pas dire, je peux simplement le dire comme tu le suggères, ben voilà, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, ça ne te concerne pas, ou je suis accompagnée par ailleurs, donc je vais m'occuper de ça, je vais en parler à telle occasion, ou voilà, de pouvoir poser des mots Ouais. sur ce que je ressens et sur ce qui va se passer par la suite.
En Mhm. fait, l'enfant a vraiment besoin d'être rassuré Ouais. sur le fait que le parent est pris en charge quand il va pas bien. Mhm. Oui, et comme ça décharge aussi l'enfant, parce qu'il y a certains enfants qui peuvent protéger un des parents qui semble un petit peu, enfin, qui peut se victimiser ou qui est même carrément une victime hein, aussi, et pas que la victimisation, mais il y a des vraies victimes. Et il y a certains enfants, selon l'âge et selon évidemment le tempérament de l'enfant, peut protéger son enfant. Donc vraiment, effectivement, comme vous le dites, le remettre à sa place, je suis le parent, je m'occupe de moi. Et moi, ma relation avec toi, bah, elle est vraiment, je suis le parent et tu es l'enfant. Oui. Et surtout dans la manière aussi dont on va annoncer la séparation. Mhm. J'avais la semaine passée une maman qui me disait, mais moi je me souviens, j'avais 7 ans, mes parents m'ont dit on se sépare. Et puis il n'y avait rien d'autre, c'était juste cette phrase-là. Et en Ouais. fait, elle m'expliquait qu'elle se sentait responsable de faire le bon choix. C'est un choix impossible, évidemment, hein, on ne peut pas choisir entre son père et sa mère. Et du coup, pendant des années, elle a cultivé ce processus interne de dire, faut que je fasse le bon choix, mais un choix impossible à faire. Ouais. Et donc, Et ce point de sécurité et d'être rassuré, c'est vraiment le parent. Et du coup, dans l'échange avec elle, je lui disais, bah, qu'est-ce que tu aurais souhaité que tes parents te disent? Et si on a reconstruit son souvenir en disant, mes parents viennent me dire qu'ils se séparent, mais ils vont avoir un espace pour organiser la séparation, que je serai toujours bienvenue chez l'un, chez l'autre, et que voilà, ils restent mes parents et que j'ai toute ma place dans leur cœur, etc. Donc des paroles plutôt rassurantes et apaisantes, même si c'est une période difficile à vivre. ouais. Mais c'est vraiment, ça, je pense que c'est le mot-clé, c'est rassurer l'enfant sur la relation et qu'il est autorisé à aimer de la même façon les deux parents. Parce que moi aussi, ce que j'entends souvent, c'est quand l'enfant rentre, par exemple, de chez son père, euh, il y a des mamans qui peuvent dire alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut presser l'enfant de questions. Et l'enfant, souvent, on le voit, il est complètement déstabilisé en disant mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire que c'était génial, qu'on s'est amusé, qu'on a regardé ci, qu'on a regardé ça? Ou au contraire, je dis bon, non, c'était. Voilà, donc c'est toujours compliqué pour enfin, un enfant de rester naturel et de se dire ben, j'aime mon papa, et devant la maman dire ben, j'aime mon papa, et devant le papa dire ben, j'aime ma maman, et c'est normal. Et ça, c'est à l'autre parent de l'accepter. Donc, comment, encore une fois, c'est comment faire quand il y a vraiment énormément de ressentiment, de colère, etc. Par exemple, un papa envers une maman, comment le papa peut accepter, quand il arrive de chez sa maman, de dire ah bah, c'est super, maman, elle m'a acheté ça, on a fait ci, on a fait les devoirs ensemble, etc. Et d'entendre l'enfant parler positivement de l'autre parent, comment accepter ça? Parce que souvent, on entend des parents qui disent ben non, je ne peux pas accepter que mon enfant dise du positif de sa mère ou de son père. Oui. Alors, je dirais accepter, c'est déjà l'étape d'après. Ouais. Une étape avant, c'est d'arrêter de jouer au détective Mhm. et Ouais. de considérer que ce qui se passe là-bas, ça lui appartient. Ça appartient à mon enfant, c'est sa vie avec l'autre parent. Et d'arrêter de chercher à vouloir extraire des informations, capturer des Ouais. signaux de Mhm. quoi. Donc, c'est vraiment arrêter de poser des questions intrusives. Et Par moi, contre, dire même arrêter de poser des questions tout court. ouais. Par contre, l'enfant a le droit de raconter. Exactement. Donc, Ouais. et peut-être ça ne sera pas au moment de son retour où il va le raconter, parce que pour lui, c'est aussi difficile de Mhm. changer d'environnement, de changer de contexte. Donc, il a aussi ce stress à gérer. Donc, ne rien attendre ce moment, pendant l'heure qui suit le retour, mais juste observer peut-être le lendemain ou quelques jours après. Ah tiens, on a fait ça, je me souviens, c'était chouette. Et en fait, il va le raconter naturellement. Mhm. Et s'il ne se sent, pour autant qu'il ne se sente pas l'objet de manipulation, et c'est très subtil hein, Ouais. dans la relation. Donc, c'est comment développer cet esprit de confiance que de dire, s'il y avait quelque chose qui le dérange, il viendrait m'en parler. Mhm. Et si moi, il y a quelque chose qui me dérange, aussi trouver les mots pour lui en parler, parce qu'il va modéliser en fait ma relation. Absolument. Et vraiment, je pense que c'est important, enfin, vous me direz si c'est juste ou pas, de le dire effectivement au début ou même de le répéter régulièrement. Tu as le droit
d'être bien chez ton papa, d'être bien chez ta maman. Tu as le droit de me raconter ou de ne pas me raconter. Voilà, moi, il n'y a aucun souci pour moi. Tu restes, enfin, c'est ton papa, c'est ta maman. Et ça, heureusement, et j'accepte de donner l'autorisation à l'enfant et de raconter ou de ne pas raconter d'ailleurs. C'est ça, absolument. C'est vraiment important qu'il y ait cette liberté. Mhm. Parfois, il y a besoin de mettre des mots dessus, parfois pas forcément. C'est pas une obligation de le verbaliser, mais parce que c'est pas, le plus important n'est pas ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Ouais. Au moment du retour de l'enfant, après le week-end chez l'autre parent, vraiment garder cette vigilance de s'il y a une question qui me vient parce que j'ai besoin de savoir, De je me la- retiens. Ouais. Ça va être vraiment la première étape. Et ensuite, effectivement, d'autoriser son enfant, d'accepter qu'il peut vivre des moments joyeux, il peut être heureux Mhm. chez l'autre parent, voire même avec le nouveau conjoint de l'autre parent, etc., etc. Donc tout ça, ça va être un cheminement qui prend un certain temps. Donc c'est Ouais. aussi s'autoriser à se donner du temps, parce que si j'ai du mal au début et j'arrive pas à accepter, c'est Mhm. normal, Mhm. ça demande beaucoup de changements. Donc Ouais. soit je peux me faire accompagner, soit je peux faire un groupe de parole avec d'autres parents qui vivent cette situation. Mhm. Vraiment se faire du bien et retrouver de l'énergie pour soi, ça va être le pilier de la suite, en fait, hein, de la reconstruction. Et comme vous l'avez dit aussi très justement, c'est l'exemple qu'on donne. C'est si on s'autorise à être heureux, et heureusement qu'on s'autorise à être heureux et heureuse à côté, d'avoir sa vie, de se prendre en main, bah, l'enfant automatiquement, vous l'avez très bien dit, hein, calquera là-dessus et se dira, bah, là, mon papa ou ma maman va bien, donc je suis libre d'être un enfant, de faire ce que je veux. J'ai pas besoin de le protéger ou de l'aimer plus ou de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Parce que moi, j'ai entendu aussi alors j'aime pas généraliser, mais c'est souvent les filles à un certain âge, elles veulent protéger, elles se mettent un peu à la place de la maman qui a pu peut-être, voilà, sans le vouloir au début, manipuler, entre guillemets, sa fille en disant oui, mais ton père, oui, mais si, oui, mais ça, j'ai plus d'argent, c'est compliqué, il m'a quitté pour une autre, etc. Et, euh, et après, l'enfant, et en particulier les filles, va protéger justement la maman en disant, et presque jouer le rôle de sauveur. On est toujours dans ce triangle, hein, de jouer dans ce triangle de Capman entre le sauveur, La la vie. victime et puis le bourreau. Et Ouais. souvent, effectivement, de faire attention, et ça, vous l'avez très bien dit, et c'est vraiment la clé, de prendre conscience qu'on ne joue pas à la victime et qu'on se prend en main et qu'on se responsabilise. Ça, je pense que les enfants le sentent. Ouais. Ouais. Et de même que j'ai aussi accompagné des parents qui se disaient, mais moi, je me remets pas en couple parce que ma priorité, c'est mon enfant. Et ça fait plus de 10 ans, enfin, l'enfant de 7 à 17 ans, il y avait eu cette fusion entre la mère et son fils, en l'occurrence. Et là aussi, c'est de se poser la question, mais est-ce que vous n'avez plus de vie parce qu'il y a cet enfant, mais est-ce que c'est bon pour lui d'être fusionnel à ce point, de dormir dans la même chambre, etc. Enfin, il y a parfois des situations où on se rend pas compte de ce qu'on est en train de créer et l'enfermement que ça crée pour l'enfant, parce que du coup, il se sent obligé euh, de, de dire que ça lui convient et peut-être que ça lui convient pas. Absolument, absolument. Oui, de vraiment se responsabiliser et toujours, moi, je pense que la question aussi, c'est de toujours se poser la question, de se dire, quel exemple je donne à mes enfants? Et est-ce que j'accepterais ça si j'étais un enfant ou est-ce que j'aimerais que ma fille ou mon fils vive cette situation ou se sacrifie, entre guillemets, pour le bonheur de ses enfants, etc. Donc, c'est toujours se dire, est-ce que c'est bon pour mon enfant et en être conscient et pas effectivement se cacher un petit peu en disant, oui, mais je fais ça pour mes enfants, ils souffrent déjà assez du divorce, je vais le surprotéger ou la surprotéger. Et en fait, ben, on le fait un peu pour soi, plus que pour l'enfant, quoi. Mm. Ah, et moi, j'aime beaucoup dire que nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein, Mm. c'est une phrase que j'ai dit aussi par rapport dans le témoignage de Instagram de la RTS, hein, par rapport à mon expérience et mon vécu. Si vous voulez, vous pouvez voir plus d'infos là-dessus. Mais comme nos enfants ne nous appartiennent pas, ça veut dire qu'un tôt ou tard, ils vont se débrouiller sans moi. Et Donc, heureusement. et heureusement, le meilleur cadeau, enfin le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est d'apprendre cette autonomie
autonomie émotionnelle, indépendance financière, autonomie dans la gestion de ma vie. Voilà, c'est... Et du coup, moins je vais accaparer la relation, plus ça va permettre à mon enfant de déployer sa personnalité et sa richesse, voilà, sa diversité. Oui, absolument. Et que l'enfant, encore une fois, sente qu'on peut vivre sans lui. Enfin, sans lui au quotidien, évidemment, on espère qu'il fera toujours partie de notre vie, mais en tout cas, qu'on n'a pas besoin de lui pour être ni heureux, ni équilibré, etc. C'est un équilibre de vie, mais voilà, de ne pas mettre cette pression sur l'enfant, cette responsabilité en disant, moi j'entends souvent aussi des mamans quand à la fête des mères ou ailleurs, et en disant, mais moi, mon enfant me comble et me rend heureuse. Mais c'est lourd. Enfin, si elle dit ça devant son enfant, alors moi, je l'ai peut-être dit aussi, et c'est toujours plus facile après, etc. Mais de faire attention, de ne pas mettre effectivement une responsabilité de notre bonheur de parents sur l'enfant. Ça, exactement, oui. Et encore une fois, si je vois que ça m'arrive en ce moment d'être dans cette dynamique-là, c'est pas grave. Nous sommes des êtres humains et chaque erreur fait partie du plan d'apprentissage. Ouais, Donc, c'est test and learn. Et, bah, ok, ça donne ce résultat-là. Peut-être ça me convient plus aujourd'hui. Je change la méthode et vous allez voir que en changeant votre manière d'être très rapidement, parce que parfois on se dit le changement ça prend des années. Moi, je ça peux le peut- à la fois dans ma propre vie et dans auprès des personnes que j'accompagne, ça peut être très rapide parce que l'enfant il va le sentir tout de suite. ouais, D'abord au début il va se dire tiens c'est bizarre, c'est plus la même chose que d'habitude. Au absolument. bout de peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va changer son comportement. Non, non, Ça, et c'est instantané au niveau de la relation. Il y a une énergie particulière. Il y a tout le non-verbal ouais. qui fait qu'on va s'accorder. Hein. C'est accorder nos violons. Quand vous changez une partition, et ben forcément, l'orchestre, il va plus jouer la même chose. Absolument. Et là, ça me vient une question aussi, c'est parce que les enfants sont des éponges à nos émotions. Hein, quand on est fatigué, moi je me souviens quand mes enfants étaient petits et je leur disais j'ai mal à la tête, ne criez pas. Et ils criaient, enfin ils demandaient encore plus d'attention, etc. Donc ils ont presque peur pour nous. Donc c'est vraiment des éponges à émotions. Automatiquement, on a des émotions quand on se sépare. Automatiquement, voilà, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a tout ça. Comment faire en sorte que l'enfant ne le sente le moins possible? Euh, Oui. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Parce que bah, elles sont là, les émotions, et il faut bien que voilà, je vive avec, je les gère, mais l'enfant va les sentir. Donc, il risque, même si on ne lui parle pas, même si on ne lui demande rien, il va presque de façon intuitive nous protéger, faire attention, être plus discret, ne pas parler de ses problèmes. Voilà. Donc, comment faire pour le protéger de nos émotions? Alors, moi, ce que je conseille toujours, ben, ça dépend en fonction de l'âge des enfants hein, en question. Mais si les enfants sont en bas âge ou encore pas dans cette conscience de ce qui se passe vraiment, ça serait de faire des consultations parents-enfants avec des professionnels dans lequel l'enfant ne va pas forcément parler, mais en fait, il va vivre l'expérience que le parent peut déposer ses émotions fortes et ses incompréhensions, ses doutes, ses peurs, et il est entendu. Mhm. Et justement, on le disait tout à l'heure, c'est pas le rôle de l'enfant Absolument. d'absorber tout ça, mais il peut être observateur dans cette relation d'aide dont bénéficie son parent. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu aussi quand mes enfants étaient en bas âge et ça nous a beaucoup aidé en fait. Ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction et ça a permis aux enfants de sentir que, OK, il se passe quelque chose, il y a une prise en charge et ça peut être soit un professionnel, soit un membre de la famille Mhm. qui en a confiance et qui peut être apaisant dans la relation. Donc, c'est le fait d'en parler avec d'autres adultes qui vont nous comprendre et qui vont nous aider dans cette reconstruction. Donc, Mhm. je dirais vraiment la clé, c'est la parole, c'est il ne faut pas garder pour Ouais. soi, parce Mhm. qu'au bout d'un moment, c'est la cocotte qui explose. Hein, Ouais. voilà. Donc, comment je peux créer des espaces où Mhm. ça peut se libérer?
Et puis effectivement, le travail de le faire avec l'enfant aussi, ça permet à l'enfant de verbaliser aussi à un certain moment de son développement ses émotions, d'accepter qu'il a des émotions, parce qu'on vit dans un monde où on est encore malheureusement dans les garçons soient forts, ne pleurent pas, et les filles, bah voilà, il faut une façade. Je pense, là, c'est un très très bon conseil de discuter effectivement avec une tierce personne, avec l'enfant et le parent. Et comme ça permet aux parents de parler de ses émotions et donc ça autorise aussi l'enfant à reconnaître et à parler de ses émotions. Donc ça, ouais, c'est un très, très bon conseil. Et parfois, j'ai eu certaines situations où c'était trop difficile ou trop compliqué Mhm. de le faire avec l'enfant. C'est pas grave, vous pouvez discuter avec l'adulte en question au salon. L'enfant, il joue dans sa chambre. De temps en temps, il vient guigner parce qu'il sent bien qu'il se passe quelque chose. Mhm. Ouais, C'est pas obligé que l'enfant soit assis sur une chaise autour de la table. Ça peut être vraiment complètement mhm. intuitif et flexible. Mais du moment qu'il y a cette intention posée, l'enfant va le sentir. D'ailleurs, qu'il soit là ou pas dans l'appartement, il va sentir qu'il y a quelque chose qui s'est Mhm. passé. Ouais, Donc, peu importe, en fait, donnez-vous du temps et de l'espace pour le vivre. ouais. Ah bah, merci infiniment, Mathilde, pour ces super conseils. Donc, en résumé, c'est prendre conscience de la façon dont on parle et dont on agit par rapport à l'enfant pour pas le manipuler, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, l'influencer. Euh, Parler, communiquer, rassurer l'enfant. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil, une dernière voilà, chose que vous voudriez ajouter avant de conclure cette interview? Oui, moi j'aime beaucoup m'amuser, j'aime le jeu Mhm. et je dirais jouer avec vos enfants parce que au travers du jeu, vous allez développer cette complicité. Peut-être qu'au travers du jeu, vous allez pouvoir exprimer aussi, oh ben là je suis en train de perdre, ça me fait mal au cœur, etc. Et il y a plein de choses qui s'expriment et on peut s'ouvrir progressivement au travers du jeu. Quand on a des relations abîmées ou compliquées, vraiment, et à tout âge, on peut jouer, hein, donc trouver des choses qui conviennent aux uns aux autres et Ouais, soyez vraiment dans cet élan de je m'amuse autant que toi, en fait, hein, de pouvoir, en tant qu'adulte, s'autoriser aussi à jouer avec ses enfants. ouais, c'est un super conseil. Bah, merci infiniment pour tous ces conseils. C'était vraiment un très bel échange, très riche. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.